Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Au début de cette histoire, il y a les obscurs événements du printemps 1591. Nous sommes à Ouglitch, c'est-à-dire à plusieurs jours de cheval au nord de Moscou, sur les bords de la Volga, de la majestueuse Volga chargée des eaux des neiges hivernales. C'est là que vit le tsarévitch Dimitri. Dimitri est un petit prince, il a 8 ans, il faut imaginer son joli visage enfantin. C'est le frère du peu brillant tsar Fiodor Ier, et comme lui, il est le fils d'Ivan le Terrible. Ivan, qui est mort 7 ans plus tôt, après un règne dont le moins qu'on puisse dire est qu'il a été agité. J'aurai peut-être un jour l'occasion de vous raconter le règne d'Ivan le Terrible. Si Dimitri grandit si loin de Moscou, c'est parce qu'un homme trouble l'a éloigné de la capitale. Son nom, vous le connaissez forcément, c'est Boris Godounov, et disons-le, c'est lui le vrai maître de la Russie. La réputation de Boris est entachée, une partie de la noblesse le tient pour une sorte d'arriviste, un personnage odieux, et il est vrai que cet homme plutôt petit, mais qui porte beau, qui a une certaine allure, qui a beaucoup de charisme, il faut le dire, cet homme a réussi à gravir un à un tous les échelons qui l'ont approché du pouvoir, et avec adresse, il a su placer le tsar Fédor, que sa sœur a d'ailleurs épousé, sous son emprise. Et puisque la famille de la veuve d'Ivan le Terrible, les fameux Nagaï, exècre Boris, il a fait déménager tout ce petit monde, l'ancienne tsarine et notamment, pendant qu'on y était, le jeune Dimitri, à Ouglitch. Il est clair qu'une menace pèse sur cet enfant, parce que si le jeune Dimitri venait à disparaître, ce serait pour Boris un obstacle de moins dans sa marche vers un pouvoir sans partage. Or, le 15 mai 1591, le quotidien des exilés d'Ouglitch est brusquement troublé. Ce jour-là, le tsarévitch est censé s'amuser avec d'autres enfants, il est là un peu à l'écart, enfin c'est encore de son âge, il a des jeux d'enfants, et puis soudain, on entend des hurlements, et puis des cris des autres enfants. On se dit que quelque chose de grave vient d'arriver, et effectivement, on va découvrir cet enfant, on va découvrir Dimitri, plein de sang, la gorge béante, il est sans vie. Sa mère est complètement bouleversée, elle blêmit devant le cadavre du petit garçon et c'est beaucoup de colère qui se mêle à son désespoir. Pour elle, pas de doute, il s'agit d'un assassinat et bien sûr derrière cet assassinat, elle voit la main de Boris Godounov. Une enquête est lancée. Et les conclusions de l'enquête sont pour le moins déroutantes. Dimitri était en train donc de jouer avec des enfants, il avait un poignard à la main pour son jeu, il aurait eu une crise d'épilepsie et étant incapable de contrôler ses gestes, il aurait lui-même attenté à sa vie, il se serait lui-même ouvert la gorge. Vous avouerez que c'est quand même une hypothèse extrêmement étrange. C'est pas tout à fait impossible en théorie, mais dans la pratique on voit pas bien comment c'est possible. Reste que cet accident éclaircit l'avenir de Godounov. Quand le tsar Fédor finit par mourir 7 ans plus tard, on est donc là en 1598, son beau-frère touche au sommet de ce qui a été la plus invraisemblable ascension de l'histoire de la Russie. À présent, il est le tsar et Boris peut savourer sa victoire. Il va pouvoir gouverner comme il l'a toujours entendu, avec pas mal d'habileté, il faut le dire, avec beaucoup de rudesse aussi. Il écarte un à un ses ennemis, du moins jusqu'à un jour froid d'hiver. On est dans cette Russie où les hivers paraissent interminables. On est en 1603, tout début 1604, quand une rumeur est en train de se diffuser un petit peu partout depuis la Pologne. On dit qu'un homme d'une vingtaine d'années est en train de clamer partout qu'il est le tsarévitch Dimitri en chair et en os, qu'il n'est pas mort, qu'il n'a pas été égorgé. Si ce que dit ce jeune homme est exact, ça ferait de lui le tsar légitime. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alain Decaux a écrit plusieurs beaux articles sur cette affaire et dans un de ses articles, il nous décrit Boris Godounov. Dans son palais de Moscou, dit Alain Decaux, Boris, après avoir méprisé l'imposteur, finit par s'émouvoir. Tout cela est grotesque, mais ce coquin finirait-il par devenir un gêneur? Sur le champ,
Boris exige de la cour de Cracovie l'extradition de l'imposteur. Réponse évasive des Polonais qui affirment que le domicile de l'inculpé ne leur est pas connu de façon précise. Et là se pose une question. Est-ce qu'il est possible que le mystérieux prétendant soit Dimitri? Est-ce que ce qu'il raconte est une possibilité? À l'écouter, ce jeune homme aurait été bénéficiaire d'une espèce de mise en scène. Voilà selon lui ce qui s'est passé. 13 ans plus tôt, un tueur envoyé par Godounov depuis Moscou, envoyé donc pour se débarrasser de lui, est arrivé à Uglitch, mais seulement en le voyant, il ne s'est pas senti capable d'accomplir sa mission. Est-ce que c'était à cause du statut sacré du jeune héritier? Est-ce que c'était parce qu'il avait cet air d'enfant fragile et tout à fait charmant? Toujours est-il que le tueur s'est dit non, je ne pourrai pas tuer cet enfant. Il a trouvé une solution de rechange. Il est allé chercher dans la population démunie de la région un enfant aux traits à peu près similaires à ceux de Dimitri. Il l'a poignardé, ensuite il l'a égorgé et il l'a mis à la place du prince. Le type de blessure, la mise en scène du tueur, tout ça, avec toute l'émotion que ça a pu susciter, ça a permis le succès de ce qui est une véritable mystification. Et ensuite, l'assassin aurait mis le vrai Tsarevitch à l'abri, il l'aurait protégé en Ukraine. Et c'est ainsi que ce garçon aurait grandi, serait devenu adulte sans être menacé et serait finalement entré dans la domesticité d'un prince polonais. Il aurait fini par révéler à ce moment-là sa véritable identité à son seigneur. Et en Pologne, des témoins vont abonder dans son sens. Le prétendant paraît bien être la version adulte du prince disparu. Il possède les mêmes traits agréables et ce qui est un peu moins séduisant, il possède les mêmes verrues que l'on constatait sur Dimitri. Alors après avoir hésité, le roi de Pologne lui-même va finir par accepter de soutenir ce jeune homme. Alors il faut vous dire qu'il y a des intérêts politiques et religieux dans l'affaire. Le prétendant montre un grand intérêt pour le catholicisme et la perspective de voir un jour la Russie orthodoxe passer dans le giron de l'Église romaine fait naître beaucoup d'idées et d'ambitions chez un certain nombre de princes polonais. Bref, notre prétendant a réussi à constituer un parti et maintenant son objectif est clair, il veut aller reprendre la couronne de Godounov. Et il va, à la fin d'octobre 1604, il va emprunter un pont sur le Dniepr, il traverse le Dniepr un peu comme César avait franchi le Rubicon. On peut dire que c'est un destin glorieux qu'il l'appelle. Ce destin, cette extraordinaire destinée qui doit le mener jusqu'au trône de Moscou, ce sont ses troupes qui doivent les lui offrir. Vous écoutez Radio Classique. Au cours de l'hiver 1604-1605, Boris Godounov a quand même quelques raisons d'être inquiet, pour ne pas dire anxieux, puisque ce jeune homme qui affirme être le Tsarevitch Dimitri est en train de progresser à travers les immenses espaces russes. Avec ses troupes, ce rival sorti de nulle part va alterner certes les victoires et les revers. Il y a pas mal de revers, mais il n'empêche qu'il s'approche, il est là, il gagne du terrain, il est de plus en plus près de Moscou. C'est comme si les événements lui donnaient raison, parce que en même temps, on voit Boris Godounov saisi d'une sorte de torpeur. Je cite de nouveau Alain Decaux. Ce qui surprend l'historien, nous dit-il, c'est au cours des mois qui s'écoulent, l'inaction quasi totale de Boris. Une cassure s'est produite dans l'âme du souverain, dit Constantin de Grunewald. Il veut être sûr, absolument sûr, que Dimitri est un imposteur. De plus en plus, il ressent le complexe des usurpateurs. Rien ne le rattache au souverain légitime de la Russie. Il l'a toujours su tout en voulant l'oublier. Et bien maintenant, cette obsession le ronge. C'est tout le thème, bien sûr, du fabuleux, du somptueux opéra de Moussorgsky. Pour ne rien arranger, Boris constate les effets de son impopularité. Il y a autour de lui pas mal de crises, de défections. Il y a des populations entières qui vont accueillir son rival. Et ce mystérieux Dimitri, bientôt, va avoir l'outrecuidance de lui écrire pour lui proposer un exil raisonnable et tranquille. Inutile de vous dire que Boris refuse.
Mais de plus en plus, il est saisi par le doute, il est comme embarrassé de lui-même, son corps peine à suivre. Le 13 avril 1605, le tsar va adopter une attitude encore plus étrange, puisque on le voit depuis son palais prendre le temps d'observer Moscou, comme si le temps était suspendu. Il est là, qui regarde l'horizon, cet horizon sur lequel pourrait bientôt jaillir le prétendant. Pour Boris, c'est déjà le jour de l'adieu. Le voilà qui s'écroule. On ne sait pas ce qui l'a frappé, probablement une attaque, comme si la foudre l'avait frappé, à moins que certains ne l'aient un peu aidé à s'effondrer. Qu'importe, la mort le saisit. La grande confrontation à laquelle on était en droit que l'on était en droit d'attendre, cette grande confrontation avec son prétendant, ne va pas avoir lieu. Et c'est le fils de Boris Godounov qui va prendre sa suite avec, pour le jeune Fiodor, une tâche très rude, d'autant plus que le cycle des trahisons s'accentue. L'un des principaux alliés censés conduire de nouvelles troupes sur la route du prétendant envoie secrètement des messages aux rebelles. Un compromis finalement est trouvé. En échange de diverses garanties, notamment au sujet de la religion orthodoxe et de l'emprise supposée des Polonais sur Dimitri, on va le voir retourner sa veste. Et dès lors, tout s'accélère. Au tout début de l'été 1605, c'est-à-dire 2 mois à peine après le décès de Boris, le prétendant est dans la capitale. Et c'est un rêve incroyable qui se réalise pour Dimitri. Dans son Histoire de la Russie, Michel Heller nous dit: il entre au Kremlin accompagné de la haute noblesse russe et sous les vivas de la foule. Son trône est libre. Aiguillonné par les missives du tsarevitch et par ses émissaires, les moscovites ont fait irruption au palais, arrêté le tsar et sa mère, tués par la suite, et mis en pièces la parenté des Godounov. La chronique rapporte que les caves du palais furent mises à sac et que le calme ne revint dans la ville que quand tous furent ivres morts. Vous me direz, on est en Russie. Dès lors, le nouveau maître du Kremlin va multiplier les gestes pour asseoir sa légitimité. Il se prosterne sur la tombe de son père, en tout cas celui dont il affirme qu'il est son père, Ivan le Terrible. Il va aussi à la rencontre de sa mère, l'ancienne tsarine, Maria Nagaya. Et c'est un moment chargé d'émotions. Le vainqueur des Godounov et la veuve déchue d'Ivan le Terrible s'approchent l'un de l'autre. Instant décisif, parce que si le jeune héros n'est pas le vrai Dimitri, celle qui est censée être sa mère va finir par dénoncer la supercherie. Mais non, tout se passe bien. Maria semble bien voir dans le nouveau tsar le fils qu'elle a pleuré 14 ans plus tôt. L'ordre est rétabli. Le prétendant qui est sacré dans la foulée a refermé la parenthèse du règne imposteur de Godounov. Ça ressemble à une belle fin, si vous voulez, mais tout n'est tout de même pas si simple, parce que tout le monde ne peut pas oublier que le retour de Dimitri a eu lieu en partie, comme on dira plus tard de Louis XVIII, dans les fourgons de l'étranger, et même dans les fourgons, en l'occurrence, de l'ennemi polonais. Les nuages ne vont pas tarder à s'amonceler dans le ciel du jeune tsar, et très vite, il va se rendre compte que conquérir le trône, c'est une chose, mais que le conserver, c'en est une autre. Franck Ferrand sur Radio Classique. Et si le tsar Dimitri n'était pas vraiment celui qu'on avait attendu? Les alliés qu'il s'était trouvés ne sont pas très, très sûrs, il faut dire qu'ils sont de fraîche date. Lui-même multiplie les maladresses et dès le printemps 1606, il va épouser une étrangère qui s'appelle Marina. C'est la fille d'un important aristocrate polonais, tout le monde la juge très déplaisante et alors elle a une attitude qui à Moscou ne passe pas du tout, c'est qu'elle ne se couvre pas les cheveux. À l'époque, c'est considéré comme un véritable sacrilège et c'est peu dire que le couple exaspère les moscovites, le beau tsar s'habille à la polonaise, il se nourrit de veau, ce qui est très mal vu là aussi par les Russes à l'époque, et plus préoccupant aux yeux du clergé et de la haute société moscovite, il laisse de grandes libertés aux catholiques. Et oui, on est dans cette Moscou ultra-orthodoxe. Et puis, depuis des mois, il ne croit pas toujours nécessaire de contenter ses soutiens. Il va pratiquer une politique qui, aux yeux de beaucoup, est trop autoritaire, trop volontariste. Bref,
tout est réuni pour transformer les anciens alliés en nouveaux comploteurs, et parmi eux, le célèbre Vassili Chouïski, un noble puissant qui l'avait beaucoup aidé à prendre le pouvoir, et qui va entretenir autour de lui cette grogne jusqu'à ce que ce mécontentement cristallise. Je cite Gaëtan Morin de Finf. Une nuit où le jeune souverain repose aux côtés de Marina dans un appartement du Kremlin, un tumulte les réveille. Ce sont des chocs d'épées et de sabres, d'affreuses vociférations et menaces. Les vétérans, ceux-là même qui acclamaient la veille encore le jeune tsar, guidés par le traître Chouïski, se déchaînent maintenant contre lui. Ils ont envahi le Kremlin et poussent des cris de haine. Mort à l'usurpateur qui veut vendre à la Pologne la Sainte Russie. Franck Ferrand sur Radio Classique. La chance a tourné. En peu de temps, le tsar est acculé. Il tente alors de fuir par une fenêtre. Il monte sur le rebord. Il voit le sol qui est là, à quelques-uns de nos mètres en contrebas. Peu importe, il n'a pas le temps de réfléchir. Il va s'élancer. Il tombe, évidemment, il se blesse, c'est fini, la foule s'empare de lui, alors on va lui tirer dessus sans autre forme de procès. Déjà, le tsar n'est plus qu'un corps sans vie, un corps que des badauds vont maltraiter à travers la ville et vont molester pendant des heures et même, dit-on, pendant des jours et des jours. Il est finalement livré aux flammes, puisqu'il reste et placé dans la gueule d'un canon pour être envoyé par la voie des airs vers l'Occident. Cet Occident que le jeune tsar adorait, mais que les moscovites haïssent. Une question reste en suspens. Ce soir de mai 1606, est-ce que les moscovites ont mis à mort un tsar légitime, le fils d'Ivan le Terrible, ou bien un obscur aventurier? Eh bien, il semble que ce soit plutôt la deuxième solution. Il semble que ce soit plutôt un obscur aventurier, puisque tout indique que le tsarevitch Dimitri est bel et bien mort à 8 ans en 1591. Alors me direz-vous, mais dans ce cas, qui est ce prétendant? Eh bien, enfin, c'était, pense-t-on, un certain Youri, un ancien serviteur extrêmement malin et dégourdi qui travaillait auprès de la grande famille des Romanov, appelée ainsi Grand Destin. Il a été inquiété pour diverses raisons par la justice, il est devenu moine et puis on ne sait pas exactement comment, il a développé cet incroyable dessein de se faire passer pour le défunt tsarevitch en lançant son aventure depuis la Pologne. Il faut vous dire que des faux prétendants dans l'histoire russe, il y en a des quantités et des quantités. On peut imaginer qu'il a été inspiré par un certain nombre de personnes qui y avaient intérêt, évidemment. Il ne sera pas, je vous le dis, le dernier faux Dimitri. D'autres vont se présenter et tenter l'audacieuse aventure de la conquête du pouvoir. Même l'impératrice Marina, qui est toujours là dans les coups bizarres, affirmera que l'un d'eux, un autre donc, est le vrai Dimitri. Je cite Michel Heller. Les imposteurs poussent littéralement comme des champignons. Aucun pays n'en a connu autant que la Russie. Et l'historien d'ajouter, en citant Kirill Tchissov, le premier faux Dimitri donna le signal et l'imposture devient pour l'État une maladie chronique. Dès lors, et presque jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, rares furent les règnes qui se déroulèrent sans apparition d'imposteurs. Un petit bonus avant de laisser l'antenne à Pauline Lambert, c'est très intéressant, vous allez voir, c'est signé justement Michel Heller. Les plans et l'action de Dimitri, nous dit-il, son comportement si peu conforme aux rigides usages de la cour moscovite, évoque un autre tsar russe, Pierre le Grand, apparu un siècle plus tard. Pierre obtiendra d'être reconnu mondialement comme le premier empereur russe officiel, titre que 100 ans plus tôt, le faux Dimitri revendiquait pour le tsar. L'imposteur couronné et le tsar russe légitime manifestent le même intérêt passionné envers l'Occident où ils séjournent tous les deux. Ils s'entourent d'étrangers, veulent instruire leur peuple, encouragent le commerce, prennent soin de l'armée, bref, ne se conduisent pas comme il sied à un tsar. Il va de soi que ce qui pour le faux Dimitri n'est qu'une ébauche, l'expression vague d'idées floues et de sentiments inconscients, deviendra pour Pierre de la grande politique, mais si l'on considère que le faux Dimitri demeure moins d'1 an sur le trône, alors que Pierre régnera quelques 40 ans, il apparaît que l'histoire a permis en la personne du faux Dimitri une répétition générale avant l'entrée en scène de Pierre le Grand. Vous écoutez Radio Classique.